Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Purée, quel kiff, je suis encore sous le choc du match extraordinaire que nous ont sorti les Bleus. C'est incroyable la capacité qu'ils ont de rebondir pour aller encore plus loin après un échec. On murmurait que Galtier avait coché ce déplacement en Angleterre encore plus que celui en Irlande, Twickenham étant le dernier bastion européen que son 15 de France n'avait pas encore fait tomber, et finalement oui, ça s'est un petit peu concrétisé. Je croyais à une victoire, mais de là à imaginer 53 pions, 7 essais, un bonus offensif, là franchement ça me fout sur le cul. Que ce soit au stade à Twickenham ou dans les pubs, ça a été un moment incroyable à vivre pour le public français. Et tiens d'ailleurs, puisqu'on parle de pub, il faut que je vous parle du sponsor de la vidéo qui est No Scrum No Win. No Scrum No Win, à la base, c'est une bande de 8 associés, 8 comme une mêlée, ça s'invente pas, et qui ont ouvert 3 bars, 3 pubs sur Paris à l'esprit totalement rugby. C'est simple, hein, on se croirait dans un clubhouse. Dès qu'on y rentre, on sait qu'on va se faire des copains. C'est vraiment l'endroit parfait pour regarder du rugby, boire des coups, manger un bout et passer un bon moment entre amis et même faire des rencontres en discutant avec d'autres supporters. Ils ont une petite renommée maintenant dans le microcosme du rugby parisien, et ce qui est cool, c'est qu'on peut y rencontrer des supporters étrangers. Moi j'ai déjà fait l'expérience en discutant là-bas avec des Gallois qui étaient hyper sympas. Il y a vraiment une ambiance cool, notamment durant les 6 nations où on peut rencontrer des supporters britanniques et irlandais. Là je crois que pendant France-Écosse, ils ont même eu un moment des mecs qui venaient avec une cornemuse, donc imaginez un petit peu l'ambiance. Et pour le crunch, justement pour fêter ça, ils ont ouvert un nouvel établissement rue des Canettes dans le 6ème, et autant vous dire que ça promet de belles 3e mi-temps. Et également, en plus de leur bar, ils relancent leur ligne de vêtements, comme ce gilet là, je sais pas si vous voyez bien, mais que je porte actuellement. Leur nouvelle collection colle complètement à l'esprit rugby, c'est élégant, c'est confortable. Ils vont très prochainement mettre en vente leurs nouveaux outfits, on aura l'occasion d'en reparler, je vous tiens au courant. Bon, par où commencer? Je vous avoue que là, pour ce crunch, j'ai pris 5 pages Word de notes, et j'ai un sacré tri à faire. Mais déjà, pour commencer, je vais m'appuyer sur une stat marquante, qui est celle de la vitesse d'éjection dans les rucks. 74% des rucks français ont été des rucks rapides, c'est-à-dire 3 secondes ou moins. C'est juste énorme et ça a permis à l'attaque française d'asphyxier complètement la défense anglaise. Je disais dans mon preview du crunch qu'il fallait que les Bleus réussissent à enrayer l'avancée anglaise, et au final, c'est eux qui ont souffert du tempo infernal qu'on leur a imposé. Cette vitesse d'éjection nous a donné l'opportunité de prendre le pas sur la défense anglaise et même d'attaquer depuis notre camp dans des situations où d'habitude on évite généralement de s'exposer. Y a qu'à voir sous le premier essai en fait. Ça part d'une réception d'Ntamak qui assure sous la pression défensive, le ballon sort vite et même si l'attaque n'est pas vraiment en place alors qu'en face les Anglais sont prêts et qu'il n'y a pas de déséquilibre, on décide de jouer. Pourtant la situation est loin d'être optimale, on a juste une cellule de 2 avant, du mortier doit encore se replacer et Danty est dans le dos pour assurer la conservation au cas où, mais je suis sûr qu'à la base, ce qui était prévu, c'était juste de créer un point de fixation pour ensuite dégager et occuper au pied. Mais Ramos, en tant que second ouvreur, décide quand même de tenter quelque chose et ce qu'il fait, c'est très malin. Sa passe pour Olivon est parfaite parce qu'elle passe juste devant Flamand qui est visé par le mur défensif anglais. Pour ceux qui ont vu la preview sur le crunch, j'ai expliqué que la défense anglaise monte très vite de manière homogène et compacte sur le réceptionneur de la passe et c'est comme ça que depuis quelques temps, ils ont l'habitude de défendre pour essayer d'étouffer l'attaque adverse. Sauf que là, non seulement la passe trompe légèrement la montée défensive puisqu'ils ne s'attendent pas à ce que ce soit Olivon qui reçoive, mais surtout la montée n'est pas homogène parce que Willis est un poil en retard et qu'il doit notamment contourner Aldeguerri qui se replace. Et c'est cet espace particulier que Ramos vient viser. On voit que Slade qui était monté très vite sur Flamand est finalement surpris par Olivon, ce qui ouvre la porte, forçant ainsi 2 Anglais à venir difficilement mettre le flanqueur au sol. Mais à partir de ce moment-là, en fait, c'est déjà trop tard. Le déséquilibre est créé, Flamand exceptionnel avance, passe les bras et c'est un essai imparable en bout de ligne. Et d'ailleurs, Flamand confirme 20 minutes plus tard avec un nouvel essai tricolore, un essai qui là encore pour moi illustre les défaillances défensives du 15 de la Rose. Donc ça part d'une touche, combinaison avec Cross pour partir dans le fermé et avancer, et déjà là il y a des plaquages à pas manquer, Sinclair il se loupe, c'est pas pardonnable. Mais en fait ça fait écho aux stats, les Anglais sont ceux qui manquent le plus de plaquages dans le tournoi. Mais surtout ils poussent assez peu leurs efforts dans le replacement. Forcément ils sont en retard parce qu'ils venaient dans la touche et qu'ils doivent se replacer, mais ils ont le temps normalement de se remettre en place et d'étirer un peu plus la ligne. Pourquoi se mettre à 3 dans le petit côté alors qu'il n'y a aucun Français prêt à y jouer? Il y a au moins là un défenseur qui est inutile. Bref, il avance un peu et c'est au tour de Danty d'être servi. On le voit, il a identifié Marcus Smith qui n'est pas un gros défenseur et il prévoit de lui péter dans la courge. Dans le même temps, on a encore des problèmes de communication défensive côté anglais. Le Dlam, là, il sert à rien. Il reste en retrait du ruck en tant que pseudo-leader, sauf que Willis, lui, est déjà en position de leader auprès du ruck, donc le Dlam devrait plutôt se placer à sa gauche et demander à Sinclair de décaler. Parce que là, tout ce qu'il fait, c'est être dans la zone sans vraiment être en position de défendre. Revenons maintenant à Danty. Même s'il n'est pas lancé, il fait un énorme travail. Grâce à un petit appui intérieur, il vient arrêter la défense, puis repique extérieur pour forcer Lawrence à venir au plaquage. Et là, même Sinclair se sent obligé de venir aider, alors dans les faits, il est pas très utile, je vois pas pourquoi il vient le plaquer à 3, il y a pas besoin, parce qu'en fait, le plaquage de Marcus Smith, il est très juste, mine de rien. Résultat des courses, tous les avants anglais sont là.
dans ces 10 mètres d'espace, tous incapables d'être prêts pour défendre le prochain temps de jeu qui va arriver dans le sens. Alors que dans le même temps, les avants français, eux, ils ont fait l'effort de circuler pour se proposer, alors que les Anglais sont encore tous absorbés par ce qui se passe dans le regroupement. On voit même que Lawrence, Willis et Delham sont pas du tout en place, ils sont tous les uns derrière les autres, incapables d'arrêter Magic Thibaut qui n'a aucun mal à les contourner pour viser Slade et marquer. Ce qui pour moi caractérise pas mal cette victoire, c'est notre capacité retrouvée à gagner les duels et à trouver de l'avancée sur nos ballons, ce qui n'avait pas forcément été trop le cas face aux Italiens et surtout face à l'Irlande. Le retour en forme d'Aldrit, c'est un énorme plus pour l'équipe et le fait qu'il ait été ménagé par le staff semble lui avoir fait le plus grand bien. Sur le premier essai d'Olivon, il prend ses responsabilités et permet de mettre son équipe dans l'avancée. Il sait que la mêlée vient de tourner, ce qui veut dire une chose, les deux flanqueurs adverses sont éliminés. Ils ne seront pas là à temps pour l'empêcher de se lancer, alors qu'Olivon, lui, a déjà de l'avance dans son soutien. Et même si Willis parvient finalement à revenir, c'est trop tard. Aldrit a déjà 4 partenaires au soutien, alors qu'en face, la défense anglaise ressemble plus à un parcours de slalom qu'à une ligne défensive. Je comprends même pas trop ce que fait Smith là en fait. Il semble vouloir se cacher sur l'aile, je comprends pas pourquoi il glisse comme ça alors que 2 partenaires sont déjà dans la zone et que surtout il y a un espace de 20 mètres là sur l'intérieur, plein axe, qui est pas défendu. Au final, Olivon a 15 mètres d'élan et il enfonce tout sur son passage. Un autre point que j'ai trouvé déterminant dans la victoire, c'est la capacité qu'a eu le 15 de France à recycler ses temps faibles en temps forts. Dès qu'on a commencé à ralentir, qu'on gagnait plus trop nos duels, allez hop, un coup de tatane, on fout la pression et on récupère des ballons en faisant concéder des turnovers. À mon avis, jouer tous les coups à fond aurait été le mantra de ce match. Pour le deuxième essai de Flamand, on voit que Dupont commence à scanner le fond de terrain 2 temps de jeu en amont. Il insiste encore un coup avec ses gros et il annonce ses intentions à Ntamak, lequel reste parfaitement nonchalant, son langage corporel est impossible à lire. Dupont a bien vu que l'axe du terrain était déserté et qu'il y avait un coup à jouer. Dès qu'il tape son coup de pied, Ntamak alors la switch et il est le premier à la retomber. Comme toujours, quand il y a un bon coup à jouer, Flamand n'est jamais très loin. Ntamak, là, il sait qu'il est entouré d'anglais et que s'il tente de prendre le ballon, il risque soit de faire en avant, soit de se faire contester à la retomber. C'est la raison pour laquelle il fait le choix de la claquette qui permet de servir Flamand lancé en un rien de temps. Au passage, Meilins nous offre un joli air-plaquage et si le fond de terrain est tellement déserté, c'est pas pour rien, c'est parce qu'une minute auparavant, Ntamak jouait le rasant pour mettre Stewart sous pression. Et si on regarde bien, ces deux actions qui sont très similaires, sauf qu'au deuxième coup, les Anglais, prévenants, ils viennent couvrir le couloir des 15 mètres et donc délaissent l'axe du terrain. Je suis vraiment impressionné par la capacité qu'ont eu ces Français à jouer les coups à fond, mais surtout à garder la lucidité pour jouer ces coups de la meilleure manière possible. En la matière, l'essai en filou d'Olivon est une masterclass. Déjà parce que Ramos, sous pression, parvient à trouver la faille dans la défense et que pendant sa course, il identifie qui sont ses partenaires, combien ils sont, 2-3 quarts et 2/3 ligne, plus Penaud au fond. Donc le choix le plus judicieux pour lui est de pousser au pied pour mettre la pression à la retombée. Un coup de pied extrêmement bien dosé, Smith est pris dans la nasse et il est ramené manu militari dans son embut. Et là, Olivon, au lieu de venir pousser comme un âne et de risquer de se mettre à la faute, il a la lucidité de checker le ballon, il voit l'opportunité, il aplatit, 7 points supplémentaires pour la France. Et franchement, à part les 10 minutes au retour de la mi-temps où Mitchell met beaucoup de rythme, met son équipe dans l'avancée, ce qui mène à l'essai de Stewart, bah franchement, je trouve que le 15 de France n'a jamais vraiment paru mis en difficulté par les Anglais. Quasiment tous leurs temps forts se sont révélés au final être des temps faibles. Regardez, là par exemple, on concède un en avant et une mêlée à 5 mètres de notre ligne, on est pénalisé sur la mêlée, ils jouent vite, mais finalement on intercepte, on casse l'action. On est pénalisé dans la foulée, les revoilà à 5 mètres avec une pénale touche, mais ils font en avant et reprennent 50 mètres dans la vue. Les Anglais ont terriblement manqué de précision, en atteste comme on l'a dit leur manque de rigueur au plaquage. Autant contre le Pays de Galles et l'Italie ça suffisait, mais contre l'Écosse et surtout la France, là ça fait finalement très très mal. Mais surtout le nombre de fautes de main et d'en avant qu'ils commettent, c'est impressionnant, on se croirait dans un match de série de Régional 2. Et c'est d'ailleurs de là que vient le premier essai de Penaud. Farrell et Stewart ne se trouvent pas, on récupère, et même si Ntamak est mis sous pression, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur notre capacité à convertir les temps faibles en temps forts, de transformer des situations périlleuses en opportunités. Il recule, il accepte de perdre du terrain pour retrouver Ramos, et surtout il met 2 raffus pour mettre Farrell à distance. Franchement ça fait très mal à l'ego. Et ensuite il assure la passe après contact. Ficou après, ce qu'il fait, c'est incroyable, c'est une merveille de coup de pied. Sur le temps de jeu précédent, l'attaque anglaise avait mobilisé Farrell, Smith, Mitchell et Stewart. Watson, lui, était dans l'intérieur et Arundel sur l'aile droite. Ça veut dire une chose, il n'y a plus aucun 3/4 sur l'autre côté du terrain. Et donc Brandt, qui est en couverture et qui a déjà 70 minutes de jeu dans les pattes, se retrouve face à Penaud. Smith et Stewart, qui ont fait 60 mètres pour se replier, sont complètement cramés. Penaud rentre dans l'embut en petite foulée, tranquille, l'air de rien. Et on va conclure sur le dernier essai parce que enfin on réussit de nouveau à marquer en première main, c'est-à-dire à marquer sur un lancement après une phase statique.
Après 2 passes, Moefana est rapidement servi au milieu de terrain et il a 3 options. Il a cross au cordeau, Ramos dans le dos, Ficou au large qui converge. La passe est faite pour Ramos qui est accompagné de Dumortier dans son axe et qui vient se déployer dans l'intervalle pour fixer et donner, tandis que Ficou, lui, il arrive plein fer dans la zone de Smith. Le déséquilibre est alors créé, Dumortier passe sur le pas, Jaminet n'a plus qu'à jouer son 2 contre 1 et on enfonce un peu plus ce 15 de la Rose devant son public qui se met à déserter les tribunes de Twickenham. Et ce qui est intéressant dans cette combinaison, je sais pas si c'est fait exprès ou si c'était juste un pattern assez récurrent, c'est qu'en fait elle avait été tentée par les Anglais contre l'Écosse lors du match d'ouverture, mais disons qu'ils n'avaient pas eu autant de succès. On va passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo avec les tops, les flops, boulettes d'or, gestes d'or, mais avant ça, juste je prends 15 secondes pour vous rappeler que si vous aimez ce que je fais, que vous aimez le rugby, que vous voulez en voir plus, le plus simple c'est tout simplement de s'abonner, de lâcher un petit pouce bleu, de m'écrire un commentaire, c'est comme ça qu'on montre à YouTube que mon contenu vous intéresse. Bon, les tops c'est simple, on peut mettre quasiment tout le monde côté bleu. Le pack a avancé au contact dans le sillage d'Aldrit, Flamand et Olivon qui nous ont sorti une masterclass, la charnière a grave assuré dans l'alternance et ce 50-22 de Dupont pied gauche est une merveille. Le retour de Danty également fait beaucoup de bien et atteste de la solidité de cette paire avec Ficou. Enfin on a pu avoir davantage de ballons au grattage, même si c'est pénalisé 2 fois, c'est pas très grave au final, parce que rien que le fait qu'il soit auprès des zones de ruck, qu'il soit dans les parages, et ben en fait ça inquiète vraiment les adversaires. D'ailleurs sur la première action du match, Stewart dégueule le ballon hors du regroupement parce qu'il voit que Danty est sur lui, alors ce qu'il fait c'est qu'il pousse la gonfle le plus loin possible pour l'éloigner des grosses paluches de Danty, et au final elle jaillit hors du ruck et on a un turnover. Donc ça montre que rien que la présence de Danty sur le terrain est un problème pour les adversaires. En flop, je pense qu'on peut nommer la défense anglaise, l'animation offensive anglaise et surtout la discipline anglaise. Jusque là, les Anglais étaient les plus disciplinés du tournoi avec seulement 8 pénalités en moyenne par match, et là les 8 pénalités, ils les avaient atteints dès la mi-temps. Mais aussi côté français, il y a un petit point noir sur la conquête directe. Même si au final, ça n'a pas eu vraiment d'impact négatif sur le match, on concède quand même 3 pénalités en mêlée et 2 bras cassés. De même, on perd beaucoup de ballons en touche, pas de quoi s'affoler, mais ça m'a quand même interpellé. Avant de conclure, on va passer par le geste d'or et la boulette d'or. Pour le geste d'or, les candidats sont les suivants. Antoine Dupont pour son 50-22 trouvé avec le pied gauche, Ntamak pour sa claquette qui mène à l'essai de Flamand, Olivon pour son essai en filou et Ficou pour son coup d'œil et sa passe au pied pour Penaud. J'en mets que 4, j'aurais pu en mettre plus, mais après ça ferait un petit peu trop je pense, donc dites-moi en commentaire quel est votre favori. Pour la boulette, j'ai repéré Baye en tout début de match qui croque le surnombre et mange un 6 contre 2. Ça lui ressemble pas, mais on dirait bien que ses instincts primaires de pilier ont repris le dessus. Sinon, il y a ce bel air plaquage de Mylins sur l'essai de Flamand, il a pas voulu se faire mal, on sent qu'il avait pas trop envie de se chauffer les épaules. Et sinon, dernière boulette qui ne concerne pas directement ce qui s'est passé sur le terrain, elle est pour le RC Roubaix contre qui j'ai joué ce week-end. Je m'explique, à la base, nos matchs ils sont le dimanche à 15 h comme quasiment tout le monde en senior. Mais Roubaix a décidé pour je ne sais quelle raison de nous faire jouer le samedi soir, faisant que je n'ai pas pu voir le crunch en live. La première des choses, c'est même une règle d'or quand on planifie un truc le week-end entre février et mars, c'est qu'on vérifie le calendrier destination. C'est la base, sinon c'est une erreur de débutant. Franchement, j'étais dégoûté d'avoir raté ça. Quoi qu'il en soit, on a réussi à faire tomber Twickenham après 18 ans de défaite. En plus, avec la manière, c'est la plus lourde défaite infligée au 15 de la Rose sur son sol. Réjouissons-nous de cet exploit, cependant il faut rester humble. Je sais que c'est les Anglais, qu'on a très envie de les charrier, on peut le faire, mais bon, restons quand même un petit peu humbles. Souvenons-nous d'où on vient, de ce qu'on a traversé, des années terribles qu'on a pu endurer. Cette humiliation va les marquer, ils vont s'en souvenir. Le rugby, c'est des cycles, il n'y a jamais une équipe qui peut rester au top tout le temps, à part peut-être les All Blacks, mais bon, c'est un autre débat. Et c'est pas impossible que dans quelques années, ce soit nous qui soyons de nouveau à cette place. Voir l'Angleterre moribonde, ça fait du bien, mais c'est pas forcément une bonne chose pour le rugby européen de les voir stagner à ce niveau-là. Et j'espère que nos prochains duels seront plus disputés. Gare à la bête blessée. Célébrons, mais ne tombons pas dans l'arrogance non plus, parce que nous aussi on est passé par là. Bref, c'est la fin de cette vidéo, merci de m'avoir regardé, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, j'ai pas pu tout dire, j'ai pas pu tout voir, donc n'hésitez pas à me compléter si vous en ressentez le besoin. Merci à vous d'être aussi présent dernièrement, franchement la chaîne évolue très bien. Merci à No Scrum No Win, je suis souvent sur Paris en ce moment, et donc j'aimerais bien faire une rencontre abonnée là-bas, ça peut être cool de regarder un match ensemble, de partager un moment le temps d'une soirée. Je serai également au Stade de France pour France-Pays de Galles, et j'aimerais bien refaire une vidéo micro-trottoir, comme j'ai pu le faire en novembre avant l'Australie, histoire de tester un petit peu les connaissances des supporters. Je vous tiendrai au courant sur Instagram de ma localisation si jamais ça vous dit de passer dans la vidéo. Merci à tous, merci les bleus, on se retrouve très vite, maintenant je vous dis à la prochaine, bye l'Ovalie.